Normalement, on est en direct. J'espère que vous nous entendez. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la marque employeur à travers ce public particulier qui est le public des alternants. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui et on va répondre évidemment à toutes vos questions. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a pas mal de personnes en ligne qui arrivent. Bienvenue. Bonjour depuis le Gers. Je pense qu'on a des publics très larges aussi. Aujourd'hui, on va vous présenter, alors on va passer sur une modalité de 45 minutes, à peu près 40-45 minutes de partage de cette thématique-là de marque employeur et on garde vraiment 10-15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fil du live à nous poser vos questions en direct. On en sélectionnera les principales pour pouvoir y répondre juste après. Alors, je suis Aurélia Grino de mon côté, donc je suis accompagnée de Stéphie Marianne Truand, que je vais laisser se présenter aussi. Je suis intervenante auprès l'ISCODE depuis maintenant 3 ans sur le sujet de l'employabilité des alternants, justement. Et j'ai une expérience de recruteuse, mais aussi, ayant travaillé dans un career center d'une école, j'ai accompagné des alternants, donc soit sur leur recherche de parcours, d'employabilité sur le marché particulier de l'alternance, mais aussi sur leur suivi, leur évolution de carrière. J'ai pu accompagner à peu près 1000 suivis d'alternants aujourd'hui auprès de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Donc, j'essaierai de vous partager quelques astuces, outils sur ce public-là. Et puis, on a 2 approches complémentaires puisque je suis avec Stéphie Marianne. Donc, je te laisse peut-être te présenter pour introduire aussi. Bonjour à tous. Donc oui, moi c'est Stéphie Marianne Truand, actuellement chargée de communication RH au sein de la direction des ressources humaines d'Engie Solutions. Donc Engie Solutions, c'est une filiale 100% Engie. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom quelque part. C'est notre maison mère et en fait c'est un groupe global spécialisé dans l'énergie qui opère dans divers segments. Donc on va vraiment de la production à la distribution d'énergie. Le groupe Engie, un peu pour vous mettre le contexte, parce qu'on va en parler pendant cette présentation, c'est fixé comme objectif d'accélérer la transition énergétique. Et c'est ce que nous, côté Engie Solutions, on essaye de relever chaque jour. Donc, on propose pas mal de solutions sur mesure pour réaliser des économies d'énergie, de réduire la consommation d'énergie pour des grands acteurs tels que on va vraiment sur toutes les échelles, hein, du bâtiment au site industriel, du quartier à la ville. Et je suis également ancienne étudiante ISCODE, mais je laisse un peu de suspense, sinon ce n'est pas drôle. Vous en saurez plus sur mon parcours un peu plus tard. Et pour l'instant, je vais te laisser la parole, Aurélia, comme ça, tu nous présentes ISCODE. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer à présenter justement l'école, on va vous lancer un petit sondage. Alice, je te laisse aussi lancer le sondage parce qu'on aimerait savoir, vous aussi, déjà, premier élément, si vous avez déjà développé une stratégie de votre côté de marque employeur. Et deuxième question du sondage, je partagerai les résultats juste après la présentation, savoir si vous l'avez dissocié de ces publics, alors alternant ou en tout cas stage alternant, premier emploi. Donc, c'est une question dont je vous ferai part aussi de résultats. On a trouvé pas mal d'enquêtes sur le sujet. Donc, on lance les sondages. N'hésitez pas à y répondre. Alors, sur l'ISCODE, en quelques mots aussi pour vous présenter l'école. C'est une école qui est 100% en ligne digitale et 100% sur des parcours d'alternants, des formations qui sont diplômantes et certifiées du Bac+2 au Bac+5. Donc RNCP avec des rentrées permanentes qui permet aussi de répondre pas mal à des enjeux justement de recrutement d'alternance. Aujourd'hui, l'alternance est énormément développée dans beaucoup d'entreprises, la TPE, la start-up, des grands groupes. Donc, ça s'est bien démocratisé et c'est une habitude de souvent faire rentrer au départ les alternants en septembre ou en janvier. C'est vrai que l'avantage quand même de l'école, c'est ces rentrées permanentes avec un rythme qui est globalement flexible, qui reste 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école avec la possibilité de choisir le jour en fonction de l'exigence du tuteur, notamment du maître d'apprentissage, souvent sur une période qui permet aussi d'avoir l'alternant à chaque fois sur ses postes. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, le petit chiffre aussi, c'est 6000 apprentis quand même dans toute la France avec 3000 entreprises partenaires sur l'ensemble du territoire. Vous avez aussi la dominante des grandes fonctions. Donc, à chaque fois, il y a évidemment des formations différentes. Donc, plus de 40 formations certifiées Calliope aussi. On trouve des formations dans le marketing, la communication, le digital. On a tout ce qui est formation commerciale, relations clients, développement web, informatique, administration, finance, comptabilité, management de gestion, ressources humaines et immobilier qui s'est monté aussi récemment.
Alors, on va commencer justement par une introduction à la marque employeur. Ce que je vous propose, c'est de balayer quelques concepts vraiment génériques sur la marque employeur et puis on s'attellera par la suite à 3 stratégies pour performer cette marque employeur et on finira par le guide des bonnes pratiques de l'alternance. Alors, vous pouvez à mon avis, vous le connaissez sûrement, ces grands concepts génériques, la marque employeur, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, que ce soit par les RH, les services communication, mais aussi les salariés, les collaborateurs. Nos étudiants aussi, évidemment, entendent parler de cette partie-là. Et on les forme aussi à connaître et à se renseigner, évidemment, sur une entreprise. Et la marque employeur s'est beaucoup développée aujourd'hui, que ce soit sur la culture, son histoire, ses valeurs, son ambition stratégique aussi, sa politique interne et sa marque publique. On parle aussi de perception qu'ont les candidats sur une entreprise, mais elle ne s'arrête pas évidemment au recrutement, elle est aussi sur la partie, et je pense que Stéphie Marianne nous témoignera aussi cette partie-là, sur la partie fidélisation, collaboration, engagement auprès de l'entreprise. Elle est des fois difficilement cernable, en tout cas par les salariés. Elle n'est pas forcément perçue de la même manière. Et on parle souvent d'expérience aussi candidat et d'expérience collaborateur. On vous montrera aussi ce qu'attendent les alternants dans le recrutement et leur expérience de leur côté pour pouvoir les attirer et les fidéliser. Et évidemment, elle s'est énormément développée avec ces nouvelles entrées de génération sur le travail. Donc, on parle des générations Y et Z aujourd'hui. Les Z, c'est à partir de 95 en termes de naissance, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, milieu des années 90. Donc, on est en plein dedans dans ces nouvelles générations qui révolutionnent aussi la façon de recruter, le marché du travail, qui enrichissent aussi beaucoup de diversité aussi au sein de l'entreprise et donc qui, des fois, complexifient la façon dont on s'organise aujourd'hui. Et puis, l'arrivée, évidemment, des réseaux sociaux qui a pas mal changé les choses sur la façon dont on recrute et la façon dont les candidats postulent aujourd'hui. Alors, on a mis aussi ce que ça avait pu changer depuis récemment, puisqu'on a quand même un taux de chômage qui est historiquement très bas. Je crois que les derniers chiffres, c'est 7,5% sur le premier semestre en 2024, ce qui fait qu'on est beaucoup sur une attractivité aussi réciproque. C'est ce qui a complètement changé en ayant recruté plus de 10 ans maintenant. On se rend compte vraiment qu'on est sur une attractivité candidat-recruteur à égalité et que les candidats aussi sont force, eux, de pouvoir, en ayant proposé aussi pas qu'un métier, mais en recherchant beaucoup de sens finalement, de valeurs, d'ambition commune avec une entreprise. Et face à ça, de plus en plus de difficultés aussi à recruter. Vous avez peut-être eu aussi, et vous allez sûrement nous faire part de vos difficultés. N'hésitez pas à les commenter également. Souvent, il y a des difficultés qui sont liées principalement aux problèmes d'identification, finalement pas des compétences techniques, mais de ces fameuses soft skills, donc la personnalité, qui est parfois difficile aussi à déceler en entretien. Et pas mal de chiffres estiment qu'à peu près une période d'essai sur 3 s'arrête. Donc là, j'ai un chiffre de Career Builder qui est un site emploi, mais on est en lisant pas mal d'articles, on se rend compte que c'est à peu près une moyenne générale, tout secteur d'activité finalement confondu. Donc ça pose aussi quand même pas mal de problématiques nouvelles qu'on n'avait pas forcément avant. Et on calcule aussi évidemment le taux d'engagement d'un collaborateur par la suite. Alors, je te laisse la parole justement pour nous témoigner ton métier, puisque c'est un métier qui arrive de plus en plus dans les entreprises et ça nous permettra de compléter ce qu'on vient de se dire. Merci Aurélia. C'est vrai que face à ce nouveau positionnement des candidats, mais pas que, il y a aussi une quête de sens en interne des collaborateurs. La marque employeur, ça devient vraiment un enjeu. Et je pense que pour toutes nos entreprises aujourd'hui, c'est pourquoi on voit de plus en plus de postes, comme le mien, chargé de communication RH. On sait qu'il y a beaucoup de chargés de communication, mais là, il y a ce petit RH à côté, et ça a été créé face à la marque employeur. C'est vraiment même une création de poste que j'occupe aujourd'hui. Donc voilà. Et pourquoi Parce qu'il est essentiel vraiment d'assurer la communication RH de façon efficace au sein d'une organisation. Ça englobe vraiment tout, donc la diffusion des informations liées aux négociations collectives, la promotion des programmes de développement RH et l'organisation des activités qui visent à renforcer notre marque employeur. Je dois également coordonner certains événements qui sont destinés à nos employés. Et vous avez vraiment sur cette slide justement une liste des principales missions que j'ai associées à mon poste. Donc, en interne comme en externe, à préciser.
et collaborer surtout avec les responsables RH parce que, par exemple, NJ Solutions, on est quand même sur un territoire national. Donc, le but, c'est pas non plus de mettre en évidence qu'un seul secteur et puis les autres, bon, on en parlera plus tard parce que non, on recrute partout finalement. Il y a des apprentis dans toute la France. Donc voilà, on essaye aussi de valoriser nos territoires qui n'ont peut-être pas la plus grande équipe pour faire quoi que ce soit ou le budget pour. Mais voilà, on centralise tout ça ici. Et aussi, on améliore beaucoup la perception en interne. Enfin, on essaie en tout cas, comme avait mentionné Aurélia, ce qui est fidélisation. Et comment on fidélise en interne, finalement, on doit améliorer cette perception. Parce que je pense que même en interne, parfois, nous, ce qu'on a comme écho, c'est quels sont vos avantages finalement. Il y en a aussi beaucoup. Et parfois, en avoir trop aussi, ça devient un problème parce que les gens ne sont pas au courant de quoi ont-ils le droit. Et surtout, quand on est alternant aussi, parfois, on se dit, voilà, je suis alternant, j'aurai pas les mêmes avantages que finalement un salarié permanent. Et c'est faux. Dans certaines entreprises, les alternants sont vraiment mis en avant. Et aussi, forcément, en RH aussi, on a un peu de mal avec les chiffres, mais là, on essaye quand même de faire beaucoup de reporting et d'analyse. Donc, sur tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur nos job boards. Voilà, il y a vraiment cette volonté de montrer au service RH, voilà, toutes les actions que vous mettez en œuvre pour la marque employeur, ça marche, ça a tel effet. Et je pense que c'est important aussi, en tant que chargé de communication RH, de pouvoir remonter tout ça. En tout cas, de le centraliser. Et bien que la direction communication gère très très bien ces sujets, ils sont sur plusieurs fronts. Donc l'idée vraiment là, c'est de valoriser ce qui est fait par nos RH dans tous les territoires. Et ce sont finalement tous ces événements et programmes qui vont du coup permettre d'accroître la perception de la marque employeur. Donc voilà, le département RH et communication travaillent quand même étroitement liés. Mais maintenant, on trouve davantage de communicants affiliés directement aux ressources humaines. Merci pour ton témoignage aussi. Et je vois sur les résultats du sondage, il y en a quand même 71% justement qui n'ont pas développé encore de marque employeur. Donc des fois, effectivement, c'est lié entre le service RH, la communication. Des fois, on en retrouve quand même de plus en plus, comme tu disais, dans le service RH et d'autres dans le service communication. Et 67% qui n'ont pas dissocié leur stratégie de marque employeur sur les publics jeunes. Donc on va pas mal donner d'informations du coup là-dessus. Donc ça va nous permettre de vous répondre. Et tu disais quelque chose de très intéressant, je trouve, sur l'impact. C'est très difficile des fois à calculer l'impact réel. Donc, on vous donnera quelques idées de KPI aussi et d'indicateurs. Évidemment, la fidélisation ou le recrutement, à combien de temps on met pour recruter. Et puis, il y a aussi tout le nombre d'ouvertures de clics, d'accès sur la page. Donc, on peut aujourd'hui mesurer un impact, même s'il n'est pas toujours direct. En tout cas, il y a pas mal de problématiques aussi là-dessus. Alors, j'ai mis une étude et vous allez voir, j'en ai pas mal parlé parce qu'elle est récente, de Welcome to the Jungle, sûrement que vous le connaissez, qui est un média de l'emploi, qui fait pas mal d'études statistiques aussi. Alors, on en retrouve aussi sur l'APEC, qui est très bien en référentiel pour donner des chiffres officiels. 70% quand même des générations Z et Y qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour se renseigner sur un employeur. Et finalement, je vais vous montrer, c'est pas forcément LinkedIn. D'ailleurs, nous, on les forme à l'utilisation de LinkedIn, mais ils utilisent aussi leur propre réseau pour se renseigner. C'est 12% de plus que la génération X et 20% de plus que les baby boomers. Donc, c'est quand même une réelle habitude. Et ça change pas mal les choses. Et finalement, que l'entreprise ait décidé ou pas d'être sur les réseaux sociaux, ça n'empêche pas que ces candidats-là vont se renseigner sur vous. Donc, là, il y a une notoriété de l'entreprise qui se fait aussi en dehors du côté institutionnel, de la page carrière de l'entreprise. Elle est importante et c'est d'ailleurs une première prémisse, tu nous en parleras sur un site et sur l'attractivité qu'on peut donner, notamment sur la transparence, sur les métiers que l'on propose. Mais ça suffit plus aujourd'hui pour se démarquer. On le voit bien que ces nouvelles générations font souvent plus confiance finalement à la vie des salariés ou des ex-salariés qu'à la communication institutionnelle et officielle des entreprises. Donc ça, c'est un point aussi qui a pas mal révolutionné les choses. Et on trouve évidemment LinkedIn dans les façons de communiquer sur les réseaux sociaux, mais on trouve aussi pas mal X, Twitter, où il y a pas mal, notamment de responsables RH, de chargés de communication qui sont sur Twitter, sur X. Il y a Instagram aussi qui permet des fois d'avoir des coulisses de l'entreprise, d'autres choses, d'autres diffusions de contenu. On trouve aussi la diffusion sur TikTok, notamment pour se renseigner. Je te laisse nous faire part de ton retour d'expérience en tant qu'apprenti aussi.
Oui, bien sûr. Bah, écoutez, je suis ravie de partager avec vous mon retour d'expérience en tant qu'apprentie chez Engie, parce qu'avant Engie Solutions, j'ai effectué donc 2 années d'alternance au corporate d'Engie, donc au niveau de la direction des systèmes d'information, plus précisément. Donc, pas du tout le service RH, je ne connaissais rien aux ressources humaines, mais je faisais énormément de communication interne, et c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même quelques petits problématiques ou des petites choses où j'aurais voulu peut-être pouvoir mettre mon nez dedans, et d'où cet intérêt aussi pour les ressources humaines. Et il y a maintenant 3 ans, je savais déjà donc quelle école je voulais intégrer, l'ISCODE. Mais c'est vrai que le véritable défi à ce moment-là, c'était de choisir l'entreprise dans laquelle je souhaitais effectuer mon alternance. Donc, pour commencer, en tant que jeune de la génération X, ma première étape, ça a été de me renseigner sur Engie, parce que j'ai vu qu'il y avait des posts sur LinkedIn, etc. Donc, je regardais à peu près les boîtes qui m'intéressaient. Et je me disais, bon, l'énergie, ça ne me parlait pas à l'époque. Voilà, j'étais plus, en tant que fille, j'étais dans la fashion, etc. Enfin, voilà, je m'étais jamais dit, je vais travailler pour un gros groupe dans l'énergie. Et je connaissais quelques concurrents, mais c'est vrai qu'Engie, j'avais pas encore, en tout cas, se renommer là. Et donc là, j'ai fait des recherches, et ça m'a permis en fait de découvrir du coup d'un côté l'attrait d'Engie, parce que j'ai constaté vraiment leur réputation en tant que référence mondiale. Moi, étant bilingue, je voulais aussi intégrer un système où il y avait ce côté aussi international. Et puis après, il y a Engie qui s'est distingué par ses perspectives de carrière, les avantages pour les alternants qui, comme je disais aussi, se rapprochent beaucoup des salariés. Et je pense que c'est un véritable atout aussi pour nos jeunes professionnels, parce qu'ils vont se renseigner, ils vont se dire oui, je vais avoir mon diplôme, oui, je cherche une alternance, mais à côté, quels sont mes avantages, quoi. Enfin, je passe quand même 2 années dans une entreprise. Et ce qui m'a aussi particulièrement séduit, c'est la culture d'entreprise, l'esprit d'innovation, la collaboration, qui m'ont du coup encouragé aussi à rejoindre. Je voyais sur les réseaux, il y avait à l'époque le nom qui sortait, Imaginative Builders. Enfin, c'était un peu waouh, ok, je veux faire partie de ce groupe-là. Et ça fait partie intégrante de la marque employeur. Donc, ils ont fait un super boulot, parce que moi, j'ai fait partie de cette campagne. Mais dès mon arrivée, j'ai vraiment ressenti un réel engagement vers le développement durable aussi. Donc, je me suis dit, ah oui, c'est aligné avec ce qu'ils disent sur les réseaux, parce que dès mon arrivée, j'avais des formations, j'avais un tas de choses sur ces sujets-là. Et ok, j'ai envie d'avoir mon diplôme, mais puis quoi. Et la stratégie de pré-recrutement de chez Engie, je trouvais qu'elle était assez remarquable. J'ai eu l'opportunité de bénéficier d'une formation où je voyais à peu près les métiers du groupe, mais pas que les services support, fonctions support comme moi je fais en tant que communicante, mais plutôt tout ce qui est terrain, technicien. Et donc, j'ai pu visiter des géothermies, des réseaux de chaleur. Et ça m'a directement en fait mis dans le bain, j'ai développé un sentiment d'appartenance. Et finalement, je me suis dit, voilà, Engie te forme pour que tu aies ton diplôme au final, mais pas que, ils te forment aussi pour leur métier. Et c'est le grand plus, parce qu'une fois que tu as fini ton diplôme, tu te dis, bon, je connais déjà les métiers Engie, pourquoi pas rester et voilà, donc c'est une vraie strat aussi. Mais on ira plus en détail dans la stratégie plus tard. Oui, donc ça nous donne aussi ton partage et ton retour, parce que c'est aussi le sujet de beaucoup d'alternants finalement qu'on voit qui se posent des questions. Tu as dit quelque chose d'aussi sur le. Moi, je te rejoins là-dessus, sur les idées au départ qu'on se fait quand on arrive sur ce marché où on ne connaît pas. Souvent, on a des étudiants qui se disent j'aimerais faire ça dans tel secteur d'activité, et puis quand on creuse un peu, il y a plein d'autres secteurs qui peuvent les intéresser, mais c'est vrai que il y a ce côté pédagogie d'expliquer des nouveaux métiers, des secteurs, pour leur faire arriver aussi à une ouverture. Toi, tu as eu la capacité aussi de t'ouvrir assez rapidement et finalement de découvrir qu'il y avait ce mindset-là qui te correspondait, et en plus, tu as choisi les ressources humaines, mais c'est pas toujours aussi évident. Je pense qu'il y a plein d'étudiants sur lesquels l'école, on en parlera tout à l'heure, a un rôle aussi à jouer dans l'explication aussi des parcours. Et puis les entreprises, évidemment, dans l'explication de leur parcours, pour donner envie de passer et de venir. Et j'ai mis un petit schéma qui résume aussi ce que c'est la marque employeur avec, c'est un terme, je pense que tu utilises pas mal, inbound recruiting. On est vraiment sur la marque employeur. L'objectif, c'est vraiment d'attirer au départ. C'est-à-dire, j'ai des inconnus, comment je me fais connaître pour qu'ils viennent voir mon site, pour qu'ils s'intéressent. Et puis derrière, de convertir, c'est là où ça peut être des fois le plus difficile, c'est qu'entre être visiteur et aller vraiment postuler dans l'entreprise, il y a toujours un cap. Il peut y avoir aussi des choses qui, des fois, à l'inverse, freinent quelqu'un à ne pas postuler. On en parlera sur les process de recrutement trop longs, sur des nombres de clics aussi. On est sur une génération qui va assez vite. Donc, du coup, il faut être impactant, mais en même temps, donner assez de renseignements. Toujours trouver le juste milieu, c'est pas évident et facile. Et puis, une fois qu'on a
recruter les candidats en employés, l'objectif, c'est évidemment de fidéliser. Et on va parler tout à l'heure des fameux ambassadeurs, puisque la communication fait partie aussi, en tout cas la marque employeur favorise aussi la parole des salariés et la gestion des ambassadeurs. Alors, je reprends le sondage dont je vous ai parlé sur l'enquête. C'est un sondage qui a été fait auprès de 1000 salariés actifs et 500 décideurs RH ou managers, donc vraiment décideurs. On est sûr, est-ce que finalement, vous connaissez la stratégie de marque employeur de votre entreprise? Et on se rend compte que globalement, les décideurs, oui, il y en a pas mal qui ont déjà développé une marque employeur, puisqu'on en a quand même 67% ici, donc en regroupant le 36% et le 31%. Mais finalement, est-ce qu'elle est perçue par les salariés? Est-ce qu'ils revoient vraiment c'est quoi leur marque employeur de leur entreprise? Eh bien, pas tant que ça. On trouve qu'il y a quand même un écart. On a quand même seulement ici, vous voyez les deux pourcentages, 12%, enfin 19% depuis un moment. Et oui, elle est en cours de déploiement. Donc, c'est toujours difficile de se dire qu'entre les actions qu'on met et la réalité du terrain, tu nous partageras sûrement ton expérience là-dessus, il peut y avoir des décalages de la manière dont elle est perçue. Tu parlais aussi tout à l'heure de stratégie affichée, tu avais vérifié que la stratégie était réelle et ça t'a donné envie d'aller dans l'entreprise. Et c'est souvent ça, oui, effectivement, les décalages peuvent être finalement assez dévastateurs pour un étudiant qui se rend compte que c'était pas du tout ce qu'il y avait marqué, qui arrive dans l'entreprise. Donc ça aussi, c'est un travail important de ce domaine-là d'activité. Et comment on l'évalue, justement, la marque employeur? On parlait de certains indicateurs. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des KPI qui permettaient aussi de valoriser ça. Alors, principalement par la capacité à fidéliser. Il y a pas mal de données RH, il y a des gros services RH qui ont beaucoup de données pour fidéliser, savoir à quel niveau les personnes restent aussi dans l'entreprise après un recrutement au bout de combien de temps. Sur l'alternance, est-ce qu'il y a eu du pré-recrutement ou pas? Donc ça peut être aussi des indicateurs. Il y a pas mal d'enquêtes internes aussi de satisfaction. On parle beaucoup de bien-être évidemment et d'équilibre au travail et ça se calcule par des enquêtes. Il y a des évaluations sur les plateformes en ligne, sur les réseaux sociaux, même des études de marché externes qui sont faites sur la notoriété de l'entreprise et sur la capacité à recruter. Souvent, il y a des entreprises qui calculent après une campagne marketing ou une campagne sur LinkedIn, combien elles reçoivent plus de candidatures. Ça, c'est aussi un enjeu stratégique pour vraiment définir si derrière, on a un réel impact de ce qu'on peut mettre en place au niveau marque employeur. Pareil au niveau d'un forum qu'on aurait pu faire sur développer sa marque. Est-ce que finalement, on a beaucoup plus de clics et beaucoup plus de conversion de candidats à la suite? Je te laisse justement nous parler de cette partie-là. Ouais, donc là, je vais partager un peu de transparence, un peu de l'histoire d'Engie Solutions en termes de marque employeur, parce que je pense que comme pour vous, soit c'est pas encore mis en place, soit c'est nouveau, soit ça date d'il y a quelques ans. En tant que filiale d'Engie, Engie Solutions a longtemps été contrainte en ce qui concerne sa marque employeur. Par exemple, le logo ne pouvait pas être utilisé librement. Les équipes de communication devaient se contenter de simples mentions écrites parce qu'en fait, on était caché par finalement la marque NJ Group qui, bien évidemment, nous sommes une filiale 100% NJ, mais en ce qui concerne la composition en termes d'effectifs, chez nous, NJ Solutions, il s'agit principalement de 70% de techniciens. Donc, l'idée, c'était de ne pas se cacher derrière la majorité du groupe cadre supérieur, ingénieur, parce que finalement, dans nos communications, ça crée en fait un décalage important avec la composition réelle de nos équipes. Donc, pour répondre à ça, nous avons mis en place en avant nos collaborateurs. Il y avait une vraie volonté de faire un coup de marque employeur, en particulier mettre en avant les techniciens, parce que ça, encore une fois, ils font partie de la majorité de nos effectifs. Et tu le démontres à travers des témoignages, des discours. Donc, on les met en avant. Maintenant, par exemple, si vous allez sur notre page LinkedIn, on a beaucoup de techniciens qui parlent de leur parcours. Et voilà, c'est plus parlant aux prochains apprentis ou même en termes de recrutement. On recrute beaucoup plus dans ces domaines-là. Et il était vraiment crucial de montrer que nous, on n'est pas seulement une entreprise de cadres et d'ingénieurs, comme j'ai dit, mais de techniciens compétents et bien sûr dévoués. Et donc ça a été fait depuis le début de l'année 2022. Et notre mission maintenant aujourd'hui, c'est principalement de mieux expliquer nos métiers. Vous en saurez davantage, parce qu'on va mettre des exemples avec nos relations écoles et par rapport aux jeunes, nos efforts. Donc, je te laisse continuer, Aurélie. Merci beaucoup.
Alors justement, on a vu que les concepts, les notions, on va rentrer un peu plus dans le concret maintenant. On va vous montrer 3 stratégies justement. On aurait pu axer sur plein de stratégies, mais on a décidé quand même en 1 heure de temps de focuser sur 3 grandes stratégies. La marque d'employeur qu'on peut développer au départ. Et comme vous êtes beaucoup à pas encore l'avoir développée, ben, ça permettra peut-être de compléter cette approche-là. Et puis, on parlera juste après des guides des bonnes pratiques sur l'alternance. Alors, l'objectif déjà, avant de commencer à se poser la question, finalement, on a parlé des réseaux sociaux. Est-ce qu'on fait une page carrière? Est-ce qu'on utilise LinkedIn? Est-ce qu'on utilise finalement TikTok? Si on veut avoir une stratégie auprès de ses techniciens, en fonction de sa cible, qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi? C'est important de cibler. C'est déjà de définir et d'être en harmonie. Et c'est aussi ce que tu disais dans la notion de transparence sur l'identité de marque. Et souvent, ça se réajuste. C'est pas un long fleuve tranquille, la marque employeur, puisque l'entreprise évolue énormément aujourd'hui, change, se diversifie, évolue en termes de produits, évolue en termes de composition. Et donc, finalement, la marque employeur, c'est important de la faire évoluer et en tout cas de définir un ADN de base. C'est d'ailleurs cet ADN qui va servir derrière au recrutement, puisque c'est l'ADN identique, bien clair, identifié. S'il est clair des managers, clair des RH, clair de tout l'ensemble des salariés, on aura beaucoup plus de simplicité à faire impliquer et à faire entrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit aussi et dans cet ADN. Donc, c'est vraiment de définir cette partie-là, ces valeurs. Dans le recrutement, d'ailleurs, des apprentis, il y a de plus en plus, on voit des entretiens RH qui sont vraiment très orientés valeurs. On est souvent sur du pré-recrutement. On prend un apprenti en vue des fois de l'embaucher par la suite. Et donc, c'est aussi pas que le métier qui compte, mais c'est son adéquation et puis son potentiel d'évolution qu'on va chercher à comprendre. Et la seconde partie, ça va être vraiment de définir sa politique RH. D'ailleurs, il y a beaucoup d'offres aujourd'hui d'emploi qui sont beaucoup mieux marketées qu'avant. On voit une réelle évolution sur le marché. Les entreprises ont bien compris l'importance déjà d'un salaire clair. Et c'est même des fois obligatoire sur des sites emploi. Donc, ça a quand même favorisé cette partie-là. L'environnement de travail qui est quelque chose qui est très développé et qui est de plus en plus valorisé. Ça peut être le temps de travail aussi en télétravail par jour proposé, les flexibilités horaires qui attirent beaucoup les candidats, les événements que l'entreprise peut promouvoir, tout le cadre de travail d'une manière large aussi. On parle des politiques de management aussi aujourd'hui. Et puis, la politique salariale, il peut y avoir des systèmes évidemment de package ou d'avantages sociaux annexes. Ça, c'est de plus en plus communiqué dès le pré-recrutement, avant le recrutement du collaborateur et pas qu'en entretien. Et puis, il y a les évolutions de carrière qui sont très importantes. On parlait de la visibilité des métiers et puis derrière, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise? À quel niveau on peut alimenter aujourd'hui des collaborateurs sur un parcours de 3-5 ans? Aujourd'hui, on parle rarement de long terme dans les entretiens parce qu'on est sur déjà arriver à fidéliser un collaborateur sur des enjeux court et moyen terme, sur du 3-5 ans, mais il faut communiquer sur cette partie-là pour arriver à attirer pas mal de candidats. J'ai mis aussi sur quoi ces populations étaient attentives. Alors, j'ai pris une étude Randstad justement qui donne aussi pas mal de chiffres là-dessus. 63% des Français qui sont attentifs au salaire et aux avantages de l'entreprise, mais aussi autant à l'ambiance de travail et à la vie professionnelle, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et c'est encore plus visible sur ces nouvelles générations qui se posent pas mal de questions justement sur la notion de carrière, qui révolutionne un peu la notion de carrière telle qu'on la connaissait avant. La génération Z, elle est fortement attentive à l'équilibre vie pro, vie perso dès les premiers entretiens, dès des recherches de stage ou d'alternance. Au management participatif aussi, à qu'on leur laisse la parole, à qu'ils puissent évoluer dans un environnement flexible, harmonieux. On parlera tout à l'heure du droit à l'erreur, du management participatif en alternance qui est très important. Il y a la partie aussi valeurs et engagement RSE, la politique de diversité et d'inclusion et la parole des dirigeants qui ressort pas forcément des autres générations, plus finalement que l'attrait du métier, ou en tout cas ça va compléter son approche, c'est-à-dire qu'on a des publics qui vont choisir une entreprise vraiment par rapport à cette partie-là. Et des fois à poste équivalent ou même à poste avec un peu moins de responsabilité, ça peut être des choses sur lesquelles ils vont être attirés en premier lieu. Alors j'ai mis justement l'enquête qui parle un peu de ces conditions de travail. Vous voyez les conditions de travail, l'environnement de travail qui reste le premier. Et finalement, on se rend compte que c'est le développement professionnel. Et donc tout l'enjeu souvent des personnes en ressources humaines, c'est la gestion de carrière.
Le développement professionnel, c'est aux préoccupations numéro 1. L'accompagnement, la qualité du management, on parle de perspective de carrière et de droit à la formation. C'est aussi des sujets sur lesquels on va de plus en plus aller rejoindre une entreprise plutôt qu'une autre, plus même que le salaire aujourd'hui, donc, et même plus que les valeurs, les ambitions. Donc, le développement perso est vraiment un premier lieu. Et sur l'enquête, ce qui est la différence dans les nouvelles générations, c'est que clairement, on voit que eux sont plus attirés par le développement et l'accompagnement, par la parole du dirigeant. Et la troisième, c'était par la politique d'inclusion et diversité. Donc là, ils avaient des chiffres beaucoup plus hauts que sur les autres catégories. Évidemment, stratégie numéro 2, comment on le décline sur les réseaux sociaux. Alors, la page carrière, ça reste un premier prémisse important, une page carrière visible, facile d'accès, qui donne les offres, mais qui donne aussi, tu parlais aussi des vidéos de techniciens, qui donne de la visibilité aussi sur les métiers, sur les opportunités. Il faut que ça reste aussi un point d'entrée clair, peu complexe. On voit souvent des étudiants se décourager s'ils mettent du temps à avoir de l'information avant de cliquer. Il y a du choix aussi en termes d'offres. L'alternance est fortement développée. Il y a du choix au niveau des candidats. Il y a du choix aussi au niveau des entreprises. Donc, c'est important d'être visible et clairement lisible dans sa communication. Et puis, 39% quand même des 18-34 ans qui utilisent les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn pour se renseigner. 28% des candidats qui utilisent les autres réseaux sociaux comme Facebook, comme X, comme Instagram ou des vidéos YouTube aussi sur les métiers notamment pour se renseigner contre 21% toute population. Donc, c'est vraiment une importance de ne pas se cantonner uniquement à cette page carrière. C'est aussi important et c'est pas facile au départ de définir le bon support en fonction de l'entité, en fonction de la cible. Ça peut être une entité dédiée stage, alternance, premier emploi. On en voit pas mal qui dissocient cette partie-là des autres. Ou, comme tu expliquais, une entité ingénieur, technicien en fonction des profils aussi. Définir le bon support pour le bon public pour que les personnes se sentent évidemment concernées. Et puis, transmettre aussi un état d'esprit général. Certains utilisent un peu l'humour, le côté décontracté de plus en plus. D'autres sont plus sur la sobriété. L'idée, c'est d'avoir quand même une identité claire et définie et que les personnes adhèrent aussi à cette partie-là. Et puis, ce qui fait aussi donner envie aux candidats, ce qui donne envie aux candidats régulièrement de venir rejoindre, c'est toutes les coulisses, en fait, d'une entreprise. Derrière des annonces très institutionnelles ou un site, on retrouve aussi le besoin de chercher qu'est-ce qui se passe, l'envers du décor. C'est souvent ce qu'on peut faire des fois sur, par exemple, Instagram, où on propose des vies ma vie de salariés très courts sur des formats vidéo très attractifs, de témoignages ou d'expériences ou de success story aussi sur leur évolution de parcours et de carrière. Et tu parlais d'authenticité, donc je rejoins le message dont tu disais tout juste avant. Donc évidemment, la recherche d'une énergie, d'une ADN lisible, montrer aussi une image réaliste d'un process recrutement, ça va donner envie aux collaborateurs. Un process clair, établi, le même pour tous les salariés, pour toutes les fonctions aussi, de faire vivre et évoluer sa marque employeur. Et il existe aussi certains labels qui permettent d'aller aussi plus sur de l'engagement, la certification top employeur, il y a la diversité, l'égalité, Great Place to Work qui fait des classements aussi. Ça peut être aussi des référentiels officiels qui gagnent et qui permettent de développer la marque. Troisième stratégie, elle n'est pas portée par uniquement les RH et on en a parlé aussi. Et les chargés de communication, elle est évidemment portée par tous. Et rien de mieux que d'avoir des collaborateurs qui sont les meilleurs ambassadeurs. 27% des candidats de 18-34 ans qui consultent l'avis des salariés sur la plateforme pour postuler. Donc, c'est de plus en plus important d'impliquer des collaborateurs. Alors, on a souvent des entreprises qui commencent par des programmes d'ambassadeurs. C'est un premier prémisse aussi. Certains ont des systèmes aussi de cooptation avec des primes allant pour récompenser, pour parler l'entreprise. Il y a aussi le système de parrainage qui marche plutôt bien et de plus en plus. Alors, on a même des alternants qui sont parrainés par quelqu'un d'autre que leur tuteur entreprise. Ça leur donne un point de repère différent, une personne avec qui s'exprimer. Ça favorise l'intégration, la prise de parole aussi. Et des communautés d'alternants, des groupes qui recrutent des gros volumes d'alternants
qui recrutent souvent et ont des communautés. Alors, il y a des communautés des fois sur des groupes WhatsApp ou sur des plateformes internes de l'entreprise avec des réunions, avec de l'animation pour créer aussi ce côté corporate et différent de ce qu'on peut retrouver dans l'entreprise avec tous les profils disponibles. Évidemment, le feedback et le recueil des collaborateurs, c'est le premier élément le plus important pour attirer et pour fidéliser les talents, notamment dans les phases d'intégration ou de suivi en alternance par la suite. On vous a mis quelques outils, même si ce n'est pas une liste finalisée, mais les outils les plus connus en tout cas. Alors les sites carrières, j'en ai parlé, mais il y a aussi les vidéos métiers. Il y a des plateformes qui permettent de développer la visibilité auprès d'alternants, notamment Job Teaser, qui est un site emploi spécialisé stage, alternance, premier emploi. On va trouver des job dating en ligne qui permettent d'avoir plusieurs entreprises et de favoriser cette entraide. Il y a des chatbots recrutement maintenant qui permettent de répondre au candidat pour lui donner envie de postuler et de savoir postuler à quelle offre au bon endroit. Et puis, on trouve aussi des plateformes de mise en relation comme Job Glasses, qui est une plateforme qui permet en fait de rentrer en contact avec des personnes de l'entreprise et donc qui attire aussi des publics alternants qui cherchent leur projet professionnel avant de commencer à postuler. On a aussi ces outils de prêcher où on peut prêcher la bonne parole sur l'entreprise comme Glassdoor, Choose My Company, le Juste Salaire. Et c'est vrai que pas mal de jeunes générations ont l'habitude d'aller se renseigner sur ces outils-là. Avant de te laisser la parole, je mets un exemple, on en a choisi un parmi tant d'autres, mais un exemple de justement de développement de la marque employeur par le biais sur un public jeune. C'est Adecco qui a lancé il y a maintenant ça fait plus de 10 ans, le CEO for One Month. Alors eux, ils recrutaient, le job c'est occuper le poste d'un CEO pendant un mois avec un salaire très attractif et accéder à des réunions très stratégiques de l'entreprise. Et ils ont initié ça il y a plus de 10 ans et chaque année, ils renouvellent l'expérience et ils ont eu en 2022, plus de 13 000 candidatures reçues juste pour ce poste. C'est aussi mettre en avant la notion de rêve pour accéder à un emploi et l'objectif derrière, c'est de faire un process qui donne uniquement la chance à tout candidat d'accéder à ce poste-là par un recrutement sur les soft skills, donc sur les fameuses qualités, la personnalité, par le biais d'un bootcamp personnalisé. Et ça favorise clairement la marque employeur auprès d'un public jeune. Ça renforce cette idée de moi aussi, je peux y arriver, je peux m'inscrire. Évidemment, cette base de données de CV, c'est intéressant pour aller recruter aussi d'autres postes derrière. Donc, il y a plein d'initiations comme ça, d'initiatives un peu innovantes qui peuvent permettre d'attirer aussi des nouveaux profils. D'ailleurs, elles sont filmées chaque fois sur YouTube, retransmises sur leur site. Donc, vous pouvez aller voir si vous êtes curieux de cette partie-là. Et c'est une belle opportunité, évidemment, professionnelle, juste de passer des entretiens de sélection là-dessus. Alors, je te laisse la parole, du coup, sur cette partie-là, sur les collaborateurs. Je vais valider tout ce que tu as dit précédemment. Nos collaborateurs sont en effet nos meilleurs ambassadeurs. Et c'est vrai que NJ Solutions et même NJ, le groupe en général, sont souvent très mal connus des jeunes. Moi, si j'avais pas fait des recherches, je ne savais pas que ce groupe existait, voire ce qu'il offrait. Et beaucoup, du coup, hésitent à postuler parce qu'on se dit, il y a ce gros truc, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que j'ai le niveau? Et donc, c'est vraiment important que les personnes qui sont sur le terrain, qui connaissent leur métier et qui vivent au quotidien puissent parler et juste montrer que, en effet, c'est accessible à tous parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites, surtout dans les ressources humaines, pour l'inclusion, etc. Je ne vais pas vous les citer. Mais donc voilà, notre développement de la marque employeur, c'est tourné autour de ces 3 valeurs, la transparence, authenticité et accessibilité. Et il y a eu un vrai travail de vraiment réincarner l'entreprise grâce à nos collaborateurs. Et c'est vraiment eux qui portent aujourd'hui leur voix. On a intégré sur nos sites web une page dédiée aux ambassadeurs. Donc, il n'y a aucun filtrage, aucun intermédiaire supérieur ou autre. C'est vraiment le collaborateur qui s'adresse directement au candidat. Il lui parle dans son langage, etc. C'est vraiment purement personnalisé. Et en fait, on trouve vraiment que c'est important d'humaniser tout ce que vous allez faire par rapport à votre marque, offrir aussi des réponses authentiques parce que parfois, on a tendance à nous vendre du rêve et quand tu arrives dans la boîte, tu te dis c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Et ça peut faire aussi un côté bad buzz marque employeur, quoi. Donc, surtout à éviter, faut rester aligné avec la réalité des choses. Il y a énormément de belles choses, je n'en doute pas, dans vos entreprises. Et aussi, renforcer l'attractivité, mais ça serait avec toutes les actions que vous allez mettre en place.
on va faire vite, donc on va passer à la prochaine slide. Merci pour ton témoignage. On passe à la dernière partie justement avant de répondre à vos questions. On voulait vous balayer aussi quelques guides de bonnes pratiques du recrutement d'apprentis. Et j'ai mis aussi un résultat. Alors, tout à l'heure, vous m'aviez dit que principalement, vous ne dissociez pas la marque employeur générale de public jeune. Et sur l'enquête de Welcome to the Jungle, c'est la même chose. C'est vrai que quand on pose la question à des décideurs, souvent, ils ne dissocient pas leur marque employeur de ce public-là qui, pourtant, n'a pas les mêmes exigences, les mêmes contraintes, les mêmes envies. Donc, il y a encore des choses à faire. En tout cas, il y a pas mal de questions qui se posent sur la marque employeur. C'est un métier qui évolue et qui va forcément évoluer en fonction de ces générations. Et je voulais quand même parler, alors je vais te laisser témoigner là-dessus et puis je parlerai après du rôle du CFA. Ouais, du coup, notre relation avec les jeunes, pour mieux attirer et surtout retenir les jeunes, notre entreprise, du coup, s'est réorientée. Et comme je vous disais, il y a tout ce langage vraiment aligné avec la réalité, la mise en avant des techniciens qui sont en plus font partie des grandes offres qu'on a côté alternance, mais pas que. Il y a aussi des programmes éducatifs, les plateformes ambassadeurs. Et au programme, on a aussi, comment on appelle ça, des événements. Donc, notamment les décarbonés, où on a vraiment fait cet événement marque employeur sur toute la France. Et on a eu un à Garges-les-Gonesse, là, en Ile-de-France, et récemment lundi à Mérignac, à Bordeaux, où vraiment on ouvre les portes, par exemple, de nos chaufferies, de nos géothermies, pour des jeunes qui n'ont peut-être jamais vu ça et qui sont très jeunes, hein, on parle de bac pro, et qui se disent voilà, je sais pas ce que je veux faire plus tard, parce que qu'on se le dise, les métiers de la maintenance technique aujourd'hui ne sont pas assez valorisés, alors qu'il y a de très belles opportunités dans ces filières-là. Et donc voilà, ça leur permet aussi de découvrir aussi tout ce qui est enjeux environnementaux, sensibiliser, parce que ça fait partie aussi de notre raison d'être. Et chez les jeunes, voilà, c'est important aussi de pousser en fait vos raisons d'être. C'est aussi l'occasion lors de ces événements de faire des entretiens avec ou sans CV. Donc ça aussi, c'est la grande news, parce que certains jeunes préfèrent aussi avoir l'échange où tu vois, tu as les critères qui sont dits, vous posez les bonnes questions, le jeune en face, il se présente, et il y a aussi ce côté où la personnalité parfois prime, mais finalement, une bonne équipe, c'est une équipe qui est dans l'entente, qui partage certaines choses. Donc voilà, et vous avez aussi la possibilité de vraiment sentir leur motivation. Donc voilà, pour cette partie relation avec les jeunes. Merci beaucoup. Justement, alors côté apprenant, au niveau de l'école, elle a quand même un rôle à jouer aussi dans ce contrat-là. C'est vrai qu'on n'a pas énormément précisé la notion école, mais aujourd'hui, c'est un contrat tripartite. L'alternance, c'est quand même un contrat assez particulier, un contrat entre le CFA qui joue aussi son rôle dans le recrutement. Tout à l'heure, je disais que ça s'était beaucoup développé, l'alternance, et ça donne une accessibilité, une égalité des chances énorme à des publics sur des études supérieures. Donc ça aussi, c'est un point très positif et de belles valeurs qu'on a tous envie de développer. Et derrière, le rôle de l'école, il est aussi d'accompagner ces étudiants sur, comme tu disais, la vision concrète d'un métier. Ils n'ont pas souvent l'occasion de comprendre. Des fois, on lit des plaquettes, on a envie de partir là-dessus, mais on ne sait pas exactement. Donc, évidemment, à l'école, on organise, nous, des ateliers digitaux, donc de coaching alternance pour aider sur la connaissance de soi. Est-ce que déjà, je me connais bien? Est-ce que j'ai identifié mes bonnes qualités? Est-ce que j'ai identifié les compétences que j'ai, les affinités que j'ai pour aller vers tel et tel type de métier, puisque c'est aussi ça qui va me faire que mon marché va être crédible et je vais pouvoir l'aborder de manière sereine. On organise aussi des job dating, donc ça permet à un étudiant en construction de son projet aussi de rencontrer plusieurs entreprises différentes et de se faire des idées. Donc, il y en a régulièrement. Et puis, le rôle en interne des chargés d'admission au sein de l'école, c'est vraiment d'accompagner justement la construction de l'étudiant et puis l'envoyer sur des systèmes de coaching complémentaires en fonction de là où il en est. Certains sont prêts directement et on va pousser un peu plus sur les méthodes de comment vous allez développer votre personal branding, par exemple, sur LinkedIn, comment vous préparez un entretien. Et puis, d'autres auront besoin de plus d'accompagnement sur la phase projet en amont. L'idée, c'est aussi de rassembler sur une plateforme student où on met à disposition aussi avec les candidats des ressources comme des MOOC, des conférences, des webinaires. On les forme aussi à l'autonomie, puisque c'est ce qu'on va demander dans un poste alternant, c'est d'être autonome de plus en plus dans son évolution. Et puis, ça va être d'être autonome aussi de plus en plus sur sa recherche, puisque ça, c'est des éléments différenciants.
Et le responsable relations entreprises, évidemment, qui est là aussi pour étudier les besoins des entreprises. C'est important que l'école ait un rôle sur les besoins identifiés. Parfois, il y a des besoins qui ne sont pas forcément finalement du recrutement d'alternants, mais qui sont plus du recrutement d'embauche en CDI. Prendre un alternant, ça prend du temps aussi. C'est une évolution, c'est une stratégie gagnant-gagnant. Et c'est des impératifs, évidemment, en termes de profil, mais beaucoup de potentiel. Et donc, du coup, tout à l'heure, je parlais des qualités en termes de recrutement. On va beaucoup chercher une adéquation de potentiel et pas quelqu'un qui réponde exactement au poste à l'instant T. Donc ça, c'est important de l'affiner avec vous en tant qu'entreprise et évidemment la mise en avant des offres sur le site, puisqu'on incite nos étudiants à regarder sur l'ensemble du site les offres d'emploi en alternance. Ça leur donne en plus une bonne idée par rapport à une ville. Tu parlais de la mobilité au début. Des fois, ils ont des mobilités très précises et un marché qui ne correspond pas du tout à la ville. Donc, les inciter aussi là-dessus à comprendre leur marché. Une offre attractive, quelques idées aussi. L'idée, ça va être de mettre en place un processus de recrutement adapté avec plutôt ce qu'on va rechercher ou un atout dans les critères, un feedback de candidature reçu. On a beaucoup aussi d'étudiants qui, des fois, se retrouvent assez frustrés quand ils n'ont aucune réponse à leur envoi de candidature. Il peut y avoir des retours ou en tout cas phase recrutement, des retours de pourquoi ils ne sont pas pris. Ça aide aussi des fois à s'améliorer, à aller de l'avant. Un processus simple et identique, le même pour tous les alternants, avec la possibilité de ce fameux échange en amont, de postuler. La gestion des ambassadeurs peut clairement aider certaines personnes à avoir envie d'aller jusqu'à l'expérience recrutement. Et puis des entretiens plus orientés, évidemment, personnalité. Alors, on a mis les red flags aussi sur les points de vigilance qu'on voit régulièrement. C'est les process à rallonge, l'absence de feedback et puis les annonces trop larges ou trop exigeantes qui évitent d'avoir des personnes qui vont postuler parce qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par l'offre. Dans tout ça, ce qu'on vient de dire aujourd'hui, et pour résumer un peu l'idée générale, c'est toujours pas évident de trouver le bon cursus entre les exigences d'une entreprise et les exigences de l'alternant. Et l'entreprise, elle a aussi son rôle à jouer dans la phase explication et puis dans l'évolution donnée à ce cadre-là. Il y a aussi l'importance de former évidemment les tuteurs entreprises. Je vais te laisser témoigner avant de terminer, de passer aux questions. Oui, juste un exemple par rapport à nos relations écoles, je pense que c'est intéressant. C'est qu'en fait, nous, on invite pas mal de classes et dès le très jeune âge, collège, bac pro, pour tout ce qui est sportif. Donc, on a notamment nos partenariats avec le groupe NJ, côté kitesurf. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sport en pleine expansion qui puise du coup son énergie. Et ça rejoint un peu la portée d'Engie en faveur du développement des énergies bas carbone. Et donc, on les accompagne depuis 2008. Ensuite, on a aussi ce partenariat avec le tennis féminin qui existe depuis, en tout cas, qui a aussi permis de développer le tennis féminin grâce à Engie depuis maintenant 32 ans, parce qu'on a aussi ces enjeux de mixité, de recruter des femmes dans ces métiers de maintenance énergétique dont je parlais. Et ces interventions écoles permettent aussi de créer un lien. Quand par exemple, on était au kitesurf l'année dernière avec une classe de bac pro, et ils étaient tellement waouh quoi. On est en bord de l'eau, on a fait des activités, etc. Ils ont dit mais moi je veux postuler chez Engie. On a dit bon, les jours de travail vont pas ressembler à ça, mais le but c'est aussi de créer un échange. C'est là où je leur ai présenté les métiers, j'ai échangé avec eux sur tout ce qu'on fait. Ils sont repartis avec tout ça en tête, en plus de la belle journée passée au bord de l'eau. Donc c'est important aussi de proposer des choses qui vous dissocient des autres en fait, où ils vont se retiendre de vous. J'ai un peu du mal là. Mais ouais. Oui, ils vont retenir les idées, de l'entreprise derrière. Tu parlais derrière une valeur forte, d'entraide, une journée sympa. C'est ça. Et aussi, pareil, le live chat, on essaye de s'aligner aussi avec les générations X. Ils sont souvent sur leur téléphone. Allez, bim, on a un live chat d'1 heure. On sait qu'ils n'ont pas d'excuses pour pas se connecter et se renseigner, quoi. On essaye de faciliter aussi beaucoup le parcours utilisateur comme on parle en digital, mais ça vaut aussi en marque employeur, dans la marque employeur. Oui, c'est vrai que des fois, ils vont pas chercher forcément toujours l'info, donc il faut l'amener en permanence et de manière facile, lisible. Donc, les live chats, c'est une super idée aussi pour développer l'interactivité assez rapide et facile.
Et on voulait finir aussi par le après, une fois qu'on recrute des alternants, le suivi aussi de l'apprentissage. J'ai dit tout à l'heure, il y avait un tiers des périodes d'essai qui finissaient, qui n'arrivaient pas à se conclure. Alors souvent, c'est pas toujours l'entreprise, c'est aussi des fois le candidat. Et sur les jeunes, c'est aussi difficile parce que parfois, ils se retrouvent dans des situations où on a des ruptures en période d'essai sur des décalages énormes entre eux. Je m'attendais pas à ça en termes de métier. Je m'attendais pas à cette évolution. Je pensais que c'était un poste plus terrain. Je pensais que c'était un poste beaucoup plus, qu'il y avait moins de relationnel. Enfin, des décalages en fait qu'on n'a pas vus. Donc c'est important évidemment que l'entretien il serve à dégrossir les décalages. Et nous on essaye aussi de former nos futurs alternants en tout cas sur les questions qu'ils peuvent poser en entretien parce qu'ils doivent étudier une opportunité par rapport à un contexte et bien se rendre compte de la réalité au maximum pour éviter ces désillusions de période d'essai. Et puis, il y a aussi, une fois qu'on arrive, il y a le maître d'apprentissage qui joue un rôle capital dans l'évolution. Alors, il faut évidemment, pour être maître d'apprentissage, de toute façon, des conditions. Il faut avoir un nombre d'années d'expérience, voire le même diplôme et un peu moins d'expérience. Donc, il y a quand même ces régies. Tout le monde ne peut pas être tuteur. Mais il y a ce côté aussi pédagogue qui ne s'apprend pas forcément. Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui forment les futurs tuteurs d'apprentissage, maîtres d'apprentissage, qui les impliquent là-dessus sur la préparation en amont de l'apprenti. On est sur des apprentis, sur des salariés et pas sur des stagiaires aussi. Et des fois, il y a aussi cette confusion-là qui peut entraîner parfois de la désillusion ou en tout cas une incompréhension de la part de l'alternant qui peut se sentir frustré parce qu'il n'est pas considéré comme un salarié de l'entreprise. Et puis, il y a des semaines d'intégration qui sont les mêmes, des fois, ou des parcours spécifiques alternants qui favorisent aussi le bien-être aussi et que la personne se sente aussi hyper intéressée, équipée dans l'entreprise. Donc, tout ce temps, tout cet accompagnement, il se fait bien évidemment tout au long. Il y a cet échange aussi formel et informel. Parfois, les tuteurs n'ont pas forcément le temps tous les jours, évidemment, mais d'accorder du temps à son alternant sur des réunions un peu plus formelles où on fait le point, lui donner du feedback, retenir et écouter son feedback aussi, des rapports d'étonnement. Ce qui est intéressant sur l'alternance, c'est quand même qu'on prend des personnes qui sont complètement extérieures à l'environnement et qui peuvent apporter toujours ce regard ou un autre regard, en tout cas, qu'on n'a pas. Donc, l'art du questionnement du tuteur est très important. Et ça va créer évidemment un suivi favorable. Il y a aussi le livret d'apprentissage qui est une obligation légale, mais qui peut être vraiment un outil de management pour un tuteur, l'occasion de faire aller une fois tous les 3 mois un point un peu plus officiel sur ce qu'on a fait, ce qui reste à développer. Encore plus sur ces bac+2, bac+5, puisque on est sur des métiers quand même au sein de l'école qui nécessitent vraiment une évolution. Et donc, on le voit quand on a des tuteurs aussi qui mettent en place tous ces parties-là, qu'on arrive à plus de responsabilités à la fin de l'alternance et pas au même CV au final pour nos étudiants en construction de leur parcours. Et je te laisse finir sur ce témoignage-là avant de passer à vos questions. Ouais, je vais finir rapidement, comme ça on aura le temps d'échanger aussi avec vous, c'est super important. Pour Engie, donc voilà, vous clairement, l'alternance, ça fait vraiment partie d'un pilier central de notre stratégie de recrutement, et pas que. Il y a aussi un accompagnement. On a parlé du CFA tout à l'heure. Au sein d'Engie, il y a un CFA avec pas mal de formations. Donc encore une fois, on les accompagne dans les études. On veut l'obtention du diplôme, bien sûr. Et il y a aussi cet accompagnement aussi pour les former à nos métiers et pour en faire, comme moi, des futurs cadres ou voilà, où on maintient permanent de poste plus tard au sein de nos équipes. Il y a vraiment une volonté d'Engie Solutions aussi, des filiales même, d'intégrer l'alternance comme un levier clé pour le développement. Et je trouve que le fait qu'on souhaite vraiment recruter 50% de nos alternants, parce que bien évidemment, on peut pas recruter tout le monde, mais ça reflète vraiment un engagement du groupe à offrir des perspectives d'emploi durables aux jeunes, parce que souvent aussi on a des jeunes qui obtiennent leur diplôme et puis après ils savent pas où aller, et je trouve ça tellement dommage qu'on a formé quelqu'un et que voilà, finalement on les recrute pas à la fin alors que ils ont déjà tout acquis. Et toutes ces actions, tout ce dont je vous ai fait part pendant cette présentation, ça se reflète sur nos résultats. On a fait le sondage Appli Trainees, l'enquête dont vous avez parlé plus tôt, et près de 99% des jeunes recommandent le groupe Engie. Donc c'est intéressant aussi de voir que finalement ces alternants, ces apprentis que vous aurez au sein de vos entreprises sont aussi promoteurs de votre marque, promoteurs de votre entreprise. Ça joue sur la réputation, et quoi de mieux de faire cet échange finalement gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est super intéressant d'avoir l'alternance comme levier pour la marque employeur.
Merci beaucoup. Bon, on espère qu'on vous a apporté pas mal d'éléments. J'ai vu qu'on avait reçu beaucoup de questions, donc on va essayer de balayer. Alors les principales qui tournent sur le sujet, et je vais laisser. Des fois je réponds, des fois je te laisse la parole, que ça reste interactif, n'hésite pas. Alors je vais lire les premières questions qu'on a reçues. Avez-vous des exemples d'actions de marque employeur à l'attention d'alternants restant accessibles financièrement pour une TPE-PME? Effectivement, on n'a pas parlé des budgets derrière, mais il y a des actions qui sont des fois simples, opérationnelles et à moindre coût, et d'autres qui sont un peu plus coûteuses. Est-ce que tu veux commencer? Je te laisse commencer, je réfléchis là parce Alors, que… moi, je pense à, comme je suis pas mal d'alternants dans des grands groupes, il y en a qui mettent en place, alors j'ai des alternants ambassadeurs quand même de leur entreprise qui ont mis en place aussi des systèmes de groupe, déjà un groupe WhatsApp, ça n'a aucun impact financier, mais un groupe WhatsApp ou une communauté en tout cas des alternants. Et ça fait partie de leur rôle en fait, parce qu'ils doivent développer sur des alternances 2 ans un côté management, gestion d'équipe, de favoriser l'insertion des autres alternants. Donc ça, c'est des choses très opérationnelles, mais qui finalement sont accessibles sur une communauté d'alternants qui discutent entre eux, qui organisent des after-work. Alors, l'inconvénient, c'est que des fois, ça peut mobiliser qu'une population ensemble et pas ouvrir à la diversité. Mais des fois, ces actions-là, ça permet aussi qu'ils puissent avoir cette parole un peu plus facile. Donc ça peut être Totalement. Je te rejoins complètement, Aurélia. Je sais que nous, en interne, donc forcément, on développe un tas de choses en externe, mais en interne, on a désigné en fait volontairement, enfin, on a fait un appel pour des ambassadeurs alternants, et ces ambassadeurs alternants sont répartis sur différentes régions en France. Donc ça permet aussi qu'il se passe des choses dans chaque territoire et que finalement ce soit pas le même petit groupe qui se retrouve, etc. Et à la fin, on fait aussi enfin c'est très soutenu de la part de leur manager, donc il y a ce côté aussi où à la fin ils ont, je sais pas moi, on les invite à un événement ou je sais pas quoi, et ça crée de l'engagement aussi de leur côté de prendre ces initiatives sans passer par nous, et ça coûte rien, quoi. Oui, et le process aussi d'intégration, des fois, hein, c'est vrai que la façon dont ils sont des fois intégrés dans une entreprise, si on arrive, des fois c'est des choses très simples, mais ils ont déjà leur bureau, l'accueil matériel et puis leur semaine d'intégration. On leur a planifié des rendez-vous avec les différents services pour arriver à plus facilement s'intégrer et comprendre les codes plus rapidement. Ça aide aussi et ça favorise derrière le fait qu'ils mettront moins de temps à comprendre les codes. Certains ont besoin aussi de plus d'accompagnement que d'autres, et c'est difficile de faire une généralité ou un standard, mais quand on recrute là sur du bac+2, bac+5, même si on pense qu'on part du bac+2, c'est pas évident d'arriver dans une entreprise nouvelle et d'avoir les bons codes. Donc plus on favorise des plannings d'intégration au départ, puis on lâche un peu derrière sur l'autonomie, plus on leur donne envie aussi. Donc ça peut être une idée. En complément. Alors, je passe à une autre question. Quel rôle jouent les employés dans la promotion de leur marque employeur de leur entreprise? Ah bah écoute, ils jouent un rôle crucial. Donc je sais qu'aucune de nos actions, que ce soit les live chats, parce qu'il faut quand même des ambassadeurs qui répondent derrière. Moi, je peux pas répondre à une vingtaine de participants. Donc c'est essentiel. Par exemple, je vous avais parlé des événements décarbonés qu'on a fait sur le plan national. Il y a des RH, il y a des gestionnaires, il y a de tout, mais c'est sur le volontariat. Ils viennent animer des ateliers qui sont pas forcément font partie de leur domaine, mais sans eux, voilà, cet événement n'aurait pas lieu. Et c'est mieux d'avoir des collaborateurs que finalement prendre des prestataires qui, dès qu'il y aura un participant qui peut-être souhaite rejoindre notre équipe, c'est pas répondre parce qu'il ne fait pas partie de l'équipe. Donc voilà, c'est très très important d'avoir leur engagement. Mais après, c'est comme c'est quand même comment dire, il y a quand même quelqu'un derrière qui demande, enfin qui pousse l'atout de la marque employeur. Enfin, les gens ne feront pas ça juste parce que on les invitait à participer à un événement et que ça se voit bien. Il faut qu'il y ait du sens derrière, il y a des objectifs concrets, que c'est vraiment une intention globale. Ouais. Oui, on revient à ce qu'on disait au départ sur l'ADN aussi. Quand ils sont adhérés à l'entreprise, à l'ADN, ils ont évidemment beaucoup plus envie de jouer ce rôle d'ambassadeur. Donc, il y a tout un travail aussi de fidélisation de collaborateurs, de bien-être au travail, et puis d'identifier les bons employés pour promouvoir aussi. Il y a des personnes qui ont aussi plus ce côté pédagogue que d'autres, et ça s'identifie. C'est pas évident non plus de les identifier parce que c'est pas forcément, ils sont pas représentatifs de tous les métiers, à quel endroit. Donc il y a aussi un travail vraiment d'identifier, et évidemment ils sont
important dans votre stratégie derrière de développement. Alors, j'ai une question sur les soft skills. Comment on évalue les soft skills des jeunes en entretien? Question très concrète aussi, opérationnelle. Déjà, définir vos soft skills, lesquels vous avez besoin par rapport au poste et par rapport à l'environnement de l'entreprise. Il y a deux choses. Il y a est-ce qu'on voit l'alternant par rapport à un manager et est-ce qu'on voit l'alternant aussi dans le service, puis au global, dans la culture d'entreprise. C'est souvent, d'ailleurs, il y a souvent 2 entretiens. On n'a pas parlé du côté opérationnel. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais souvent, il y a un entretien tuteur entreprise et un entretien RH. Souvent, ils sont quand même, ils en ont 2 pour valider ces 2 parties-là. Donc, ça permet des fois d'avoir 2 personnes, de s'assurer qu'on ait des discours déjà cohérents entre les deux entretiens. Et puis, une fois qu'on a défini ces soft skills, les faire parler aussi par des exemples de leur projet, de ce qui constitue comme fierté, de leur adéquation aussi au projet. Moi, des fois, j'évalue aussi leur motivation sur leur recherche. C'est-à-dire qu'il y a une question que je pose systématiquement, c'est comment ils ont fait pour rechercher leur alternance, combien de candidatures ils ont envoyées, à quel niveau. Je veux chercher aussi la cohérence du projet, c'est-à-dire que, OK, on peut ne pas avoir d'expérience, mais comme je cherche un potentiel, j'ai besoin de savoir qu'ils n'ont pas postulé aussi par hasard et qu'ils sont allés sur une vraie réflexion aussi de projet. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qu'on les aide à comprendre que le stage permet d'aller sur la réflexion de projet, mais l'alternance, c'est aussi avoir déjà réfléchi à son projet. Donc, on peut aussi poser certaines questions dans ce sens-là. Est-ce que tu as d'autres... Ah non, mais tu as tout dit. Hein. Mais puis aussi, l'alternance, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde aussi. Donc, c'est important qu'ils réalisent que voilà, il y a quand même une charge de travail à côté. Et on comprend directement par rapport aux questions aussi qu'ils vont poser aux entretiens. T'en as qui demandent juste quel sera mon salaire. Voilà, il n'y a pas vraiment de questions tournées équipe ou quotidien sur. Donc là, tu sais que la personne vient peut-être pour les mauvais intérêts ou juste pour obtenir son diplôme. Et donc, est-ce qu'elle sera pérenne dans le temps? Voilà, c'est. Ouais, l'aspect curiosité, je suis d'accord, on le voit quand même beaucoup et c'est pas l'expérience finalement, c'est leur capacité à se projeter aussi. Hein. Totalement. Alors, il y a une question pour toi aussi. Est-ce que le passage d'un service communication classique à un service communication RH se fait facilement? Non. Non, bien évidemment, ça se fait pas facilement parce que, merci Scott, hein, j'ai eu pas mal de compétences marketing et communication, donc j'avais un bagage assez global. Mais c'est vrai que côté RH, quand on communique sur des périmètres RH, il faut connaître ce dont on communique. Et je pense que ça, c'est aussi le problème de tout communicant. Quand on vient nous solliciter, il faut qu'on donne un maximum de détails pour vraiment refléter vraiment ce qui a été ce que la personne souhaite refléter derrière. Par exemple, on va parler d'RSE, des actions. Nous, je sais qu'on a pas mal de choses sur l'inclusion, la diversité. J'avais un tas de choses à apprendre parce que je ne savais pas tout ce qu'on faisait en interne. Et après, il faut aussi synthétiser le tout parce qu'on a parfois, même les accords nationaux, on a des choses qui sont de 15 pages et toi, tu dois tout synthétiser pour qu'un collaborateur puisse le lire, puisse comprendre sans pour autant se poser des questions ou solliciter un RH. Voilà. Donc, il y a vraiment un travail de synthèse à faire, d'aller voir tous les services, tous les périmètres et surtout aussi parler au RH parce qu'ils ont leurs contraintes et après, voilà, on s'adapte. Ok, merci beaucoup pour ton retour. Alors, comment une crise, on n'en a pas parlé, ou un changement de l'entreprise peut affecter la perception de la marque employeur et comment on peut agir dans ce cas-là? On a parlé quand même un peu de la transparence aussi et l'évolution. Et c'est vrai qu'avec le monde qui change aujourd'hui, on sait que les marques employeurs, elles doivent évoluer assez rapidement et être surtout reflet de ce qui se passe à l'instant T. C'est pas toujours évident, surtout quand on a des gros changements comme ça. Mais c'est important de recoller à la réalité parce qu'il y a rien de pire, je pense, dans un recrutement. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais c'est sentir qu'on a un décalage en fait entre ce qu'il y avait d'affiché et ce qu'il y a maintenant en fait. Et des fois, on le voit même entre 2 entretiens, c'est-à-dire un candidat qui passe 2 fois des entretiens avec 2 personnes qui vont avoir des discours complètement différents ou des façons de faire différentes dans la façon d'aborder l'alternance. Et c'est pour ça que, comme on a évoqué dans notre présentation, c'est important d'avoir toutes les parties, c'est-à-dire qu'il y a la communication et la partie ressources humaines qui va vraiment jouer. Mais si vous n'avez pas le soutien des managers, parce que même les apprentis, vous allez les recruter. Donc, il y a toute une campagne de marque employeur, il y a tout un recrutement derrière. Mais il faut que le manager suive. Je pense qu'une fois que tu as une bonne relation avec ton tuteur ou manager, ça peut que aller. Et je pense que c'est là aussi où il faut
qu'ils soient aussi dans la boucle de tout ce qu'on a pu communiquer, qu'ils soient eux-mêmes acteurs aussi, engagés. Et voilà, ça donne envie aussi aux gens de se dire, ah bon, ça correspond à ce qu'on m'a vendu. Ouais, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait des fois des décalages dans l'enquête qu'on montrait entre le fait d'en avoir développé et la valeur perçue des salariés. Donc ça se réajuste en permanence en fait pour s'assurer effectivement. Et puis ça demande un travail de longue haleine de s'assurer que vos ambassadeurs, vos salariés perçoivent vraiment les choses que vous avez envie de mettre en avant. Et des fois, il y a des décalages aussi, on retrouve entre sièges et filiales aussi sur certaines entreprises. On a des alternants qui passent des entretiens au niveau siège et qui en passent des fois sur des tailles plus petites d'agences et qui se retrouvent des fois un peu en décalage sur des discours. Donc ça c'est pour ça que, par exemple, NJ Solutions, c'est bien une filiale d'NJ, mais nous, on a notre propre discours. On fait partie d'NJ, mais on va pas s'adresser à quelqu'un qui vient pour un poste de chargé de communication comme on va s'adresser à quelqu'un qui vient pour un poste de technicien CVC, par exemple. Enfin, il y a une approche différente et c'est pour ça aussi que c'est important de s'approprier sa propre marque, même si on est une filiale, hein, c'est de se dire, voilà, comment j'attire la bonne personne. Enfin, voilà, parce que tout le monde n'est pas fait pour cette filiale-là. Ouais. Alors, comment on peut maintenir l'engagement d'un alternant tout au long de son contrat? Alors, on en a brièvement parlé, mais ça mériterait presque d'en parler. On pourrait faire un autre atelier sur ce sujet, mais les alternants, c'est important qu'ils se sentent aussi engagés. Le feedback, le suivi d'intégration, j'en ai parlé aussi. Alors, j'ai parlé rapidement du livret d'apprentissage, mais souvent, c'est aussi faire des points formels au milieu des points informels. Les deux sont importants. D'ailleurs, on l'a vu dans les années Covid où ça a été où les alternants qui sont rentrés à 100% télétravail ont beaucoup plus de mal à obtenir des responsabilités sur du bac+3, bac+5. Et c'était aussi parce qu'il y avait ils n'avaient pas ce suivi informel aussi qui est important, l'échange, être dans le bureau, discuter, tout ce qu'ils vont pouvoir capitaliser sur l'informel. Et d'avoir vraiment du feedback, de sentir que le tuteur est disponible, lui ouvrir aussi une porte à l'alternant. Selon le niveau de maturité aussi, c'est l'adapter, c'est-à-dire il y a des étudiants qui sont quand même encore, qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement et d'autres qu'il va falloir lâcher assez vite pour les faire évoluer avec ce fameux droit à l'erreur parce qu'on est quand même sur des publics qui essayent, donc donner des feuilles de moins en moins précises avec un peu des projets avec des feuilles blanches pour pouvoir aller un peu plus sur la prise de responsabilité. Et souvent, quand on fait les entretiens professionnels justement de fin de parcours, ce que demandent les tuteurs la dernière année, c'est quand même de la proactivité. Donc, il faut laisser aussi le contexte à la proactivité pour les laisser pouvoir proposer des choses et aller un peu de l'avant sur des missions à responsabilité. Oui, moi en tant que ancienne alternante, je sais qu'on avait des récaps hebdomadaires comme on fait aussi maintenant avec nos équipes, mais moi je l'avais avec mon tuteur et c'était super intéressant parce que je devais préparer une présentation avec des indicateurs. Enfin, j'étais super engagée parce que je savais qu'à la fin de la semaine il fallait du résultat. Alors que j'étais sur de la communication, hein, pas du marketing. Mais j'avais ce retour et on avait aussi une partie dédiée à mon suivi côté ISCODE, où est-ce que j'en suis. Et franchement, ça change la vie d'avoir un tuteur qui vous suit et qui se dit, t'as pas l'impression que tu viens au bureau juste pour les aider sur une mission, mais plutôt qui eux-mêmes t'aident sur l'obtention de ton diplôme. Donc il y a un vrai donnant-donnant à faire. Hein. C'est pas l'alternant qui fait que pour vous. Il y a aussi ce côté où on doit faire pour l'alternant. Et c'est comme ça qu'il retiendra l'entreprise. C'est comme ça qu'il aura envie de rester aussi si vous lui faites une promesse d'embauche à la fin. Et c'est comme ça aussi qu'il parlera bien de vous à l'extérieur. Clairement. Et la dernière question, on a un peu débordé, mais on les trouve assez différentes. Donc, on va prendre une dernière question qui est est-il judicieux d'inclure les réussites de l'alternant dans sa communication social média, comme l'obtention du diplôme, projet professionnel mené à bien, etc. Alors, oui, je trouve que les success stories, on en a un peu parlé, mais tout ce qui est… en fait, ça donne une image concrète, c'est un peu les coulisses de ce qui se passe, hein, qu'est-ce qu'on fait en alternance. Ils ont du mal à savoir quand on réussit. Alors, c'est un contrat exigeant. On les prépare au départ mentalement à se dire, voilà, vous allez avoir des enjeux école, des enjeux entreprise en même temps. C'est pas une ou 2 années de tout repos, mais il y a une belle réussite à la fin. C'est une super aventure, l'alternance aussi. Et évidemment, si les entreprises communiquent sur leur success story, sur les évolutions, sur l'accompagnement avec un tuteur, comme tu disais, ça a une répercussion où ils parlent bien derrière de leur alternance et ça peut engendrer beaucoup plus rapidement de candidatures. Et comme ils communiquent aussi eux-mêmes sur des plateformes, alors des fois on retrouve aussi des commentaires qui sont pas forcément
très juste ou objectif, hein, mais en tout cas, ça va très vite en positif ou en négatif. Donc, toutes ces success stories, ça contribue aussi pas mal à donner envie et à renforcer la marque employeur. Ouais. T'as tout dit. Hein. On espère qu'on vous a apporté des éléments, qu'on a pu répondre à pas mal de vos questions. On va finir le live. Il sera disponible d'ailleurs en replay, donc n'hésitez pas, vous pourrez le regarder. En tout cas, on vous remercie pour toutes vos questions et puis être resté jusqu'au bout et votre participation active. On vous souhaite aussi un beau développement de cette phase alternance apprentissage et de cette marque employeur. Et puis, à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.